Et si elle était attractive, accueillante, animée, rayonnante, bienveillante, sportive, connectée, créative et surprenante? Et si elle était là, finalement, la ville de demain, sous nos yeux déjà en mouvement? À l'heure où les mutations technologiques bousculent les codes et usages, c'est tout un écosystème qui se transforme pour proposer la meilleure expérience de la ville possible. Faire ensemble la ville de demain et concevoir une architecture génératrice d'urbanité est donc devenu une question d'hommes. Les designers et architectes ont vu leur métier évoluer et deviennent aujourd'hui de véritables traducteurs des besoins et attentes de l'humain dans la ville. Le design urbain nous permet à tous de mieux comprendre la ville, de mieux s'y repérer, s'y sentir et s'y perdre. L'aménagement des espaces de vie et la manière dont est repensé l'existant vont dans un seul et même sens, l'harmonie entre l'humain et la ville. L'ère du design est déjà enclenchée. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au pavillon de l'Arsenal, bienvenue à tous ceux qui nous suivent en ligne en ce moment et bienvenue à la première édition des Mini Urban Design Talks. Mon nom est Anis Mbida. Je suis journaliste et je vais avoir le plaisir de vous accompagner pendant toute cette conférence. Une conférence, on va parler du design urbain du futur, mais surtout sur la façon dont on peut remettre l'humain au cœur de la cité de demain. L'humain et pas forcément le beau, le pratique et le pas cher, mais mettre l'homme au cœur de la cité de demain. Merci d'accueillir nos hôtes, la directrice marketing de Mini France et le directeur général du pavillon de l'Arsenal, Carole Gilbert et Alexandre Labas. Venez me rejoindre. Bonjour Carole, bonjour Alexandre, comment ça va ce matin? Très très bien. Alors, je vois Mini, il y a un gros logo Mini. Alors, Mini pour moi, j'imagine pour vous, ce sont des voitures citadines au design un peu rétro. Carole, expliquez-moi, quel est le rapport entre Mini et le design urbain? Très bien. Anis, en fait, c'est une histoire qui va bientôt avoir 60 ans l'année prochaine. Ah oui? Puisque Alec Isigounis nous a créé justement une voiture complètement nouvelle en 1959, oui, avec un design complètement iconique. À l'époque, il fallait réinventer l'automobile. On était en pleine crise du pétrole. Oui, c'est le canal de Suez, il y avait des problèmes de pétrole. Des grosses voitures qui consommaient beaucoup. Exactement. Donc, optimiser l'espace, une voiture pour 4 personnes, avec des bagages. Oui. Et donc, c'est Alec Isigounis qui, justement, l'a créé. Une voiture iconique avec un design complètement suivi, reproduit et qui a inspiré beaucoup d'autres. Alors ça, c'est le design de la voiture, je comprends. Le design utilitaire avant tout. Enfin, utilitaire, ça paraît négatif comme ça, mais c'est plutôt positif. J'ai bien fait de venir aujourd'hui. De société, mais le design urbain, cette fois? Le design urbain, c'est vraiment une préoccupation de Mini qui se veut donc accompagnateur, en fait, facilitateur de la vie urbaine de demain. Pour ça, on a plusieurs initiatives avec Mini Living. Mini Living, c'est repenser l'habitat, l'espace. Et pour ça, on a donc les mini urban cabines, qui font le tour du monde un petit peu avec Los Angeles, Londres, prochainement Pékin et puis Tokyo, où justement on laisse carte blanche à un architecte, un designer, pour pouvoir réinventer l'espace sur 15 mètres carrés. D'accord. Donc de plus en plus, on va avoir des préoccupations où on est nombreux dans les villes. Il faut optimiser l'espace. Et ces urban cabines sont des vraies prises de parole où Mini accompagne ces designers et architectes pour repenser l'espace. Donc l'histoire de Mini, vous étiez au courant de ça? Mini qui a été créé justement pour répondre à une préoccupation de société. À l'époque, pour créer la voiture, la même chose se produit aujourd'hui, mais pas sur la voiture, mais sur le logement. Vous saviez ça? Alors, on l'a découvert en commençant à travailler avec Carole et avec toute l'équipe de Mini, et c'est assez stupéfiant. Et dès qu'on le raconte à nos partenaires, qui sont des promoteurs, des architectes, des urbanistes, des designers, tout le monde est un peu stupéfait de se dire mais comment on fait cette mutation, cette transgression? Oui. Et ça, c'est assez passionnant et c'est ce qui nous réunit aussi, je pense, aujourd'hui. D'accord. Et donc, justement, il y a aussi tout ce travail d'accompagnement de projet, le travail avec des startups. Ça, c'est ce que vous faites depuis toujours? Alors, on fait ça depuis quelques temps, et puis surtout, Mini nous a rejoints, donc ça a donné une impulsion nouvelle à ce programme. C'est un programme qui s'appelle FAIR, dont on a sélectionné récemment 12 candidats, et on partage avec ces 12 candidats et avec Mini l'idée de l'innovation au service de la société, au service des grands enjeux urbains,
c'est-à-dire la crise démographique, la crise environnementale et puis la crise de la mobilité, évidemment. Et avec Mini, et avec les designers, et avec chacun d'eux, on essaie de trouver des solutions et de les expérimenter dans Paris. C'est ça l'innovation première. D'accord. L'accompagnement de projet, c'est son affaire. C'est aussi l'affaire de Mini. Vous travaillez avec des startups, ça vous arrive aussi? Exactement. Au-delà donc de FAIR, qui est un partenariat auquel on tient beaucoup et qu'on va accompagner dans la durée, on a également donc Urbanex, qui est donc un incubateur de start-up. D'accord. Où justement on accompagne tous les 6 mois jusqu'à 10 start-up avec un vrai accompagnement financier. Mais sur quel type de problématique? Alors sur diverses problématiques, la mobilité, l'entertainment, vraiment on se veut donc accompagner des start-up et des initiatives avec un large périmètre. Et toujours sur tout ce qui concerne le design urbain. Exactement, notamment. On m'a soufflé à l'oreillette là justement que vous faites des casques. Il y a une start-up dans leur incubateur. Urban X, c'est ça? C'est Urbanix, notre incubateur de start-up, exactement. Dans l'incubateur, il y a une start-up justement pour un casque de vélo un peu spécial, un casque de vélo justement qui prévient des accidents de la route. Donc c'est ça, la mobilité et la ville de demain. Voilà, tout à fait. Alors justement, le partenariat, c'est quoi? C'est un partenariat qui fait quoi, 3 semaines et puis après Mini va faire autre chose? Comment ça va se passer ce partenariat? Bah oui, c'est la démonstration là devant vous. Là. Non, c'est un partenariat qu'on a engagé il y a plusieurs mois. Et qui va, je pense, et je l'espère, se prolonger dans la durée. En tout cas, on l'a vu dans les phases de sélection de l'accélérateur FAIR, où il y avait plus de 260 dossiers. On a eu la chance d'avoir toutes les équipes de Mini qui ont analysé les dossiers, qui ont été présentes au jury et qui maintenant nous accompagnent dans la fabrication, dans l'urbain. Donc ça, c'est vraiment un partenariat de compétences pour tout le monde. Oui, bien sûr. Pour nous, c'est important effectivement de donner la visibilité en fait à ces lauréats. Certains d'entre eux aussi auront la chance d'aller à ADO, qui est notre centre de rencontre à Brooklyn, où justement on a Urbanex, l'incubateur de start-up, pour avoir vraiment un échange, faire que les gens se rencontrent pour se nourrir les uns les autres. Ouais, formidable. Les projets accompagnés, notamment dans le cadre de FAIR. Mini qui met un petit truc en plus pour justement peut-être les envoyer chez ADO aux States, United States, à Brooklyn, pour justement travailler encore plus sur ces questions-là. Je vous remercie beaucoup, Alexandre Labaze et Carole Gilbert. Merci beaucoup, Anissé. Alors, Mini Urban Design Talk, c'est la saison numéro 1 et on démarre tout de suite avec l'épisode numéro 1. Et ce premier épisode, je vous propose d'entrer mais directement dans le cœur du sujet. On se demande, mais pourquoi est-il essentiel de mettre ou de remettre l'humain au cœur du design urbain? Quels sont finalement les enjeux de cette question et quelles démarches doivent avoir les architectes pour pouvoir y répondre à ces questions? Alors justement, pour pouvoir avoir des réponses un peu intelligentes, il nous fallait un expert, une architecte de renom qui a cette préoccupation depuis toujours. Elle a notamment participé à la conception de la Philharmonie de Paris. Merci d'accueillir Brigitte Métra. Bonjour Brigitte. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Installez-vous, installez-vous, installez-vous. Alors moi, je suis vraiment ravi de vous avoir. J'adore la Philharmonie, donc je suis vraiment passionné par ce que vous avez fait. Et je parlais tout à l'heure de l'architecture qui a cette tendance à privilégier le beau, à privilégier le pratique et parfois le pas cher. Vous allez à contre-courant de cette tendance. Expliquez-nous. Pas forcément. Pas forcément. Vous faites du beau, que du beau pas cher. Du beau pas cher. Oui. Alors, expliquez-nous justement comment on peut faire du beau, du pas cher, mais pourquoi il est important de mettre l'humain au cœur du design urbain. On vous écoute. Oui, alors je pense que c'est une question difficile, mais je pense que c'est carrément une question de survie. On voit aujourd'hui remettre l'humain au cœur du design est une question de survie de l'humanité et de la planète et de nos villes en fait. Donc je suis ravie de pouvoir parler de ce sujet parce que ça ne se voit pas forcément dans mes projets, mais dès l'origine, l'humain est au cœur du sujet puisqu'en fait on est à l'écoute d'un programme, des personnes, et en fait il se passe des choses même dans le non-dit et l'architecte essaie de faire du judo avec toutes ces contraintes pour répondre même à ces besoins inconscients, subliminaux et immatériels qui font l'être humain. Donc l'être humain est un tout et l'architecture doit répondre à un tout et non pas avec des critères, des paramètres en silo. On réfléchit beaucoup trop souvent en silo et l'architecte est là pour faire quelque chose, une réflexion holistique et synthétique et avec d'autres. Seul, il ne peut pas. Donc c'est pour ça que la démarche de la ville de Paris, de réinventer Paris, etc.,
est très intéressante, mais il y a toujours quand même une synthèse à faire, une synthèse qu'on espère intelligente. Alors, je vais parler donc placer l'humain au cœur de la conception de la ville de demain. Donc, bon, je ne sais pas exactement... Ah, il faut que je... Voilà, donc tout le monde sait qu'aujourd'hui, 55% de la population vit en milieu urbain et que d'ici 2050, on sera à 70% à y vivre. Ça, c'est les données de l'ONU. Et on est arrivé à un point culminant de trop-plein généralisé, trop de densité, trop de pollution, trop de stress. L'attractivité d'une ville, souvent symbolisée par son attractivité culturelle, sa dynamique économique et son pouvoir politique, devient quand même se déshumanise et en fait, saturée, trop cher, polluée, elle repousse la population sur des villes plus humaines, à taille humaine. Donc en fait, que faire ? Quelle est la condition, que devons-nous faire pour que ces 70% donc, de centres urbains soient vivables pour l'humain, puisqu'en fait la cité c'est quand même la police, c'est les gens, pour les gens, et c'est eux qui font la ville et qui font vivre la ville. Donc les tendances, aujourd'hui tout le monde connaît le problème et tout le monde essaie d'y répondre à sa manière. Donc on connaît tous les smart cities aujourd'hui. Ah, je ne sais jamais où il faut pointer du coup. Je fais comme ça. Je fais comme ça, mais ça ne marche pas. Voilà. Donc tout le monde connaît les smart cities, la ville ultra connectée. Est-ce qu'elle est développée pour l'humain ? Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup de finances justement déployées. Et je pense qu'on peut faire moins cher et beaucoup plus efficace en mettant justement l'homme au cœur de la smart city. Donc la smart city, elle se veut ultra connectée, toujours plus connectée. Est-ce qu'elle suffira pour que l'homme se sente bien dans la ville ? Est-ce qu'elle sera peut-être une ville-machine ? Ou plutôt, est-ce qu'elle est développée au service de l'humain ou plutôt au service du marché ? Donc, l'humain est-il vraiment au service du marketing et de la technologie ou est-ce que c'est l'inverse ? La technologie est-elle au service de l'humain ? On sait que la ville connectée nous rend grand service. Hein. La connectivité, le big data peut servir à l'humain, même à l'entraide entre citoyens, de la sécurité, à beaucoup de choses. Mais aussi à vendre des gadgets est-ce que l'homme sera plus heureux s'il peut connecter, commander son chauffage à distance et baisser ses stores avant d'arriver ? Je ne suis pas sûre que ça suffise. Même si ça peut être très utile, ça n'est pas forcément suffisant. Donc, est-ce qu'elles vont, les villes ultra-connectées, résister à l'uniformisation ? Parce qu'il faut garder la diversité, l'identité, la personnalité des villes, qui sont justement l'empreinte de la culture. Enfin, on sait que l'architecture est l'expression d'une culture, donc ces villes doivent garder cette empreinte et non pas être que des sommes de technologie. Ensuite, donc, pour rester au service de l'humain, on a aussi les écoquartiers. Donc là, pardon, c'était, en arrière, Songdo, qui était une expérience en Corée, du coup, la première Smart City qui est vide, ville fantôme, Ghost City, parce qu'en fait, personne ne veut vraiment y habiter. C'est une ville qui a été construite from scratch, une des premières Smart City, mais personne n'a envie d'y vivre. On peut se poser la question pourquoi. Voilà. Donc on a aussi, j'ai pas eu le temps de faire des images sur les écoquartiers, ce n'est pas un écoquartier, c'est le cœur d'un de mes projets au cœur de Paris, mais j'ai pas eu le temps voilà. Donc les écoquartiers, souvent se concentrent sur l'amélioration de volet environnemental, et on a aussi une somme de paramètres qui sont bien évidemment essentiels, mais pas forcément suffisants. C'est les économies d'énergie, l'isolation des bâtiments, l'augmentation de la part des énergies renouvelables, enfin la réduction des gaz à effet de serre, donc la mobilité, etc., ce qui est essentiel, bien évidemment. Mais est-ce que ça suffit ? On peut être dans un bâtiment très bien isolé et invivable. On peut très bien faire une ville, un écoquartier, très laid ou pas du tout agréable. Donc il aura tous les critères, mais ça ne suffit pas. Donc il y a une dimension humaine, un plus, un supplément d'âme, si je puis dire, qui est indicible. On ne peut pas le nommer, on ne peut pas le décrire, et pourtant il est très important. Donc comment illustrer ça ? Je ne suis pas une spécialiste de la Human City, mais j'ai placé l'humain dans toute ma conception depuis le début, surtout depuis que j'ai monté ma boîte où j'ai pu m'exprimer directement, mais même quand j'étais chez Jean Nouvel dans son agence. Donc l'humain est toujours au cœur des projets. Donc là, vous allez voir le projet qui est assez connu, rue des Pyrénées,
qu'on a fait avec Serge quand il était aux ABF. Je défends les ABF au passage. Il m'a bien aidé avec ce projet. Donc, c'est un projet urbain, 84 000 m². C'est un projet sur la disparition, ce qui ne se voit absolument pas, puisque quand on se promène, on voit un bâtiment rouge et tout le monde pense que je fais des bâtiments rouges, mais pas du tout. C'est un projet sur la disparition et j'ai enterré un centre-bus de 45 000 m² et créé un jardin de 2600 m² au-dessus, qui est un parc urbain à l'échelle de la ville. Donc là, vous le voyez, c'est tous les bâtiments. Donc voilà, vous avez une superposition inédite, c'était le premier de série. Et donc là, j'ai créé un microcosme en répondant à chacun des besoins du bus, du centre-bus pour irriguer la ville, des gens qui travaillent, maintenant c'est le ministère de l'Intérieur, et d'une crèche et d'un collège avec son gymnase. Donc si vous voulez, c'est un morceau de ville, mais qui a eu comme attention première de faire plaisir en fait aux futurs occupants. Donc voilà, ça c'est l'angle qui est le plus connu. Pourquoi rouge? Parce que justement, dans mes projets, je me promène toujours dans la ville, je regarde le quartier, ses ingrédients, sa personnalité, j'ajoute une pierre supplémentaire, mais dans la continuité de cette histoire. Donc là, le 20e avait besoin d'être un peu dynamisé. Et je revenais du Sri Lanka post-tsunami et je me suis dit, tiens, on va donner un peu de couleur à Paris parce que justement, il faut redonner de l'énergie aux Parisiens parce qu'on a tout ce qu'il faut, puis souvent on est un peu, on râle et tout. Donc je me dis, un petit coup de pêche et de dynamique dans ce quartier. Et ensuite, donc voilà, ça a été un jeu de la couleur pour s'intégrer dans la ville, donc c'est en miroir, donc toujours avec ce que la ville a construit avant, donc les hommes, toute la ville elle est construite par des gens qui l'ont conçue, construite, etc. Et ensuite de l'autre côté, vous avez à l'extrême du site la crèche et le collège qui est blanc pour être en écho avec le collège dont c'est l'extension. Donc on fabrique de la ville pour les gens. Voilà, donc là vous avez un jeu de matière parce que c'est toute l'histoire qui se développe. Mais voilà, ce qui est important aujourd'hui quand je dis que je mets l'humain au cœur de mes projets, c'est que je réponds à tous ces besoins. Mais le grand plaisir que j'ai eu sur ce projet, c'est qu'il est donc complètement végétalisé, c'est-à-dire que le socle de la RATP, au lieu d'être une barrière, est devenu un atout. Donc l'architecte peut faire du judo avec ses contraintes et faire un atout, c'est-à-dire qu'il y a 2600 m². Et là, vous avez donc... le matin, les personnes du ministère de l'Intérieur, et c'est pas rien, me disent qu'ils sont heureux de venir travailler. C'est-à-dire que le bâtiment leur donne cette sensation de bien-être, parce qu'en fait, ils ont une espèce de grand jardin. Et là, hier, Audrey, qui est de l'agence, y était hier. Quand on est dans le jardin, on n'entend rien, pas la ville, et on entend le bruit des oiseaux. Donc on est comme vraiment dans la nature. Donc j'aime mettre la nature en ville, parce que je pense que pour l'humain, je ne suis pas la première à le dire, hein, c'est un des facteurs essentiels. La nature, c'est de la création, et c'est de la création vivante. Et vous parlez à cette nature, vous en tant que créateur, vous avez un échange avec cette création vivante qu'est la nature. Donc là, j'ai pris, vous voyez, les gens, c'est quand même ceux qui sont, c'est l'IGPN. La directrice de l'IGPN adore le bâtiment. Elle revient le week-end à arroser les plantes. Elle plante ses propres plantes. C'est Jean-Qui, quand même la directrice de la police des polices. Hein. Donc elle adore le bâtiment, elle revient le week-end, elle me dit, vous comprenez, vous m'avez mis des caillebotis, je ne peux pas avec mes talons, je reviens le week-end en basket pour arroser mes plantes. Donc c'est quand même extraordinaire qu'il y ait une vie dans ces bâtiments. Quand vous les concevez, vous imaginez, vous voulez ça, que les gens soient heureux. Et en fait, quand ils le sont, c'est le retour et ça suffit. Même Bernard Cazeneuve, qui l'avait inauguré, m'a dit, mais ce bâtiment a une âme. Même Anne Hidalgo aussi l'avait inauguré en même temps. Elle avait beaucoup apprécié le bâtiment parce qu'on sent qu'il a été conçu pour les gens. Et ça ne se dit pas. Ça se ressent. Donc là, juste pour vous montrer la slide d'avant, ici, ce qui a été conçu, là, on est de la terrasse depuis la crèche. Donc la directrice, je ne me vante pas, hein, c'est juste pour vous dire comment ça, je fabrique les trucs. Mais la directrice de la crèche qui l'a visité la semaine dernière, elle est rentrée, elle a dit « Oh, mais on est au paradis ici !» Parce qu'en fait, on est ailleurs, dans un grand jardin. Donc voilà, il faut qu'on mette ces ingrédients dans... vouloir que les gens se sentent bien, pas seulement qu'ils circulent, qu'ils consomment, qu'ils ceci, cela, mais finalement qu'ils soient bien, quoi. Donc voilà, quelques dias. Donc là en dessous, vous voyez, c'est un centre-bus, vous avez 200 bus en dessous. Quand vous êtes dans le jardin, vous ne le sentez pas du tout. Ni le ministère, ni la crèche, ni le collège ne sentent qu'il y a un espèce d'énorme outil industriel, c'est une cathédrale industrielle dessous. Ça ne se voit pas. Vous avez des animaux, donc les GPN aimeraient bien faire venir des écureuils, donc là, les abeilles, ils sont en train de réfléchir aux abeilles, mais il faut faire attention aux petits de la crèche, etc. Donc si vous voulez, c'est en plein dans le 20e et ça ne se voit pas, quoi. Et c'était volontaire, puisque je voulais qu'il y ait un havre de paix, qu'on soit en dehors de la ville. Donc vous ne le voyez absolument pas de la ville. Donc voilà, elle vit avec les saisons.
Donc voilà, vous avez un petit aperçu des façades végétalisées faites avec Michel Desvignes, etc. Voilà ce qui est en dessous. Donc le bien-être des gens qui travaillent, il fallait aussi amener de la lumière et une espèce de grand outil qui fonctionne bien. Donc là, je vous très rapidement un autre projet 2002 donc j'ai gagné le concours, c'est là où je suis partie de chez Jean Nouvel parce que j'ai gagné ça. Et en fait, c'est aussi sur la disparition. C'est quoi la ville? C'est la vieille ville, son histoire. J'ai voulu faire une façade qui s'efface et qui reflète en miroir la vieille ville en face. Et donc qui sort comme un caillou de la nature, puisque c'est une ville très très naturelle, très... Enfin voilà, c'est la pierre et la nature. Et donc les gens aussi m'ont dit, mais là on sent, quand on vient dans votre salle, on sent une 5e dimension. Donc moi je ne peux pas avoir un meilleur... je ne suis pas pour les 3e dimensions, mais qu'on se sente bien dans les espaces que je crée, c'est le but ultime. Donc voilà, c'est la fonctionnalité, multifonction. Les gens veulent que ça soit un outil qui fasse plein de choses. Donc en fait, comme il y avait 3 programmes, on a fait une salle qui est totalement mobile, pour faire une 15aine de salles possibles, complètement ouvertes sur la ville et la rivière. Donc c'est vraiment un outil au service des hommes et de la ville. Toujours de l'intérieur, de l'extérieur, donc depuis la ville, ce dont a besoin la ville, et de l'intérieur, celui qui est assis, qui vit, qui travaille. Logement étudiant, c'est aussi un petit clin d'œil rapide, parce qu'en fait, tout le monde voit que la façade rouge aussi, alors qu'à l'intérieur, donc là, vous avez les volets qui s'ouvrent, se ferment, c'est les paupières des étudiants qui travaillent ou pas, et les volets s'ouvrent au gré de leurs besoins. Donc c'est aussi une façade qui vit et respire en fonction de la vie des occupants. Et à l'intérieur, c'est la même chose, un terrain, une parcelle extrêmement étroite, mais j'ai réussi, enfin avec la paysagiste Emma Blanc, de faire un jardin qui est assez foisonnant en fait, assez nature, un peu zen, un peu en dehors du temps aussi. Et là, vous voyez, voilà, c'est un 3e espace, si je puis dire, entre le hall et les chambres. C'est quand même, il est vécu. C'est pas juste un petit jardin d'agrément dans lequel on passe. Les étudiants l'apprécient beaucoup. On est un peu dans comme dans le 11e et le 20e, on passe une porte et on est ailleurs. Donc voilà. Alors Jean Nouvel, oh là, non, il ne faut pas le mettre associé trop gros par rapport à Jean Nouvel. J'ai pas fait attention. Donc je suis associée à Jean Nouvel sur la salle de concert uniquement, mais c'est important de pouvoir en parler aussi parce que ça montre une démarche. Au début du concours, je suis allée voir des compositeurs, des musiciens, des chefs d'orchestre pour écouter quels étaient leurs besoins. La ville de Paris avait besoin d'un outil où on puisse découvrir la musique pour élargir le public, de la musique savante, dite savante, classique, mais avec toute d'autres musiques, puisque le directeur Laurent Bell voulait aussi ouvrir le site et la salle à plusieurs types de musique. Donc en fait, on a travaillé sur le son, le vide. Qu'est-ce que c'est que la musique? C'est du vide. Donc là, l'espace, donc le lien direct entre la musique, le son et l'espace créé. Donc c'est une sculpture en 3D. C'est comme un mouvement musical qui est solidifié, mais en fait le concept c'était de travailler sur le matériau qu'est la musique, donc le vide. Et on a vidé tout l'espace de ce qui ne servait à rien pour ne conserver que ce qui était support de vue, de voir et d'entendre, c'est-à-dire l'être humain, toujours un peu holistique, entre l'œil, l'oreille, les sens, tous les sens, qu'on puisse être bien dans un espace. Donc on l'a travaillé comme un instrument, c'est-à-dire, j'ai jamais vu un instrument moche. Ils sont toujours beaux. Donc on s'est dit, la salle, on va la faire comme un instrument. Ce que dit d'ailleurs Simon Rattle, enfin, c'est ce qu'on dit tous aussi, c'est qu'un musicien, il a son instrument, le chef, il a une salle qui doit rendre le son, renvoyer le son de manière équilibrée entre lui et tous ses musiciens, que les musiciens puissent s'entendre et ensuite que le public puisse être plongé dans l'expérience musicale. Donc en fait, la salle, elle est faite aussi sur l'humain. C'est pour ça que je voulais présenter la Philharmonie ce matin, sur l'humain et les sens, parce qu'en fait, je pense que ça marche aussi. Le public ressent la musique, il est vraiment baigné dans la musique et il découvre, parce qu'il entend bien, il voit bien et il se sent bien. Donc une bonne salle, elle doit être belle, on doit bien entendre, on doit bien voir, et on a essayé d'allier tous ces paramètres dans le cerveau, l'oreille, l'œil, et aussi la sensation de il ne faut pas qu'il fasse froid, que ça soit confortable, etc., et qu'on se sente tous ensemble. Donc cette salle enveloppante, on a une expérience commune, donc c'est humain, et le rapport scène-salle. Donc c'est aussi, l'homme est aussi l'ingrédient principal. Ça ne marche pas si on fait que des choses acoustiques avec les bons angles, si on fait juste des courbes de visibilité pour bien voir, si on met juste la bonne température et les soufflages, souffleries pour pas que ça fasse de bruit, ça ne marche pas. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse cette synthèse un peu magique, quelquefois, donc ça vient un petit peu d'ailleurs, de ces inspirations qui font qu'on ressent des besoins et on y répond, quoi.
Donc voilà, je ne sais pas si j'ai dépassé les 15 minutes, mais j'en finis avec les images. Donc vous connaissez tous la salle, mais l'idée, ça a été de vider la salle de tout ce qui ne servait à rien et de faire ce qui sert, donc en réflexion, en vue, et donc la masse des matériaux, très très technique, extrêmement technique, mais absorbé dans un design humain et musical, quoi. Donc là, c'est le vide autour, qui est justement, il y a les réflexions internes qui sont précoces, les réflexions tardives, intérieures 60 millisecondes, au-dessus de 60 millisecondes. Tout ça est extrêmement technique et tellement complexe, puisqu'il y a 3 salles dans une salle. Il faut pouvoir faire du jazz, musique du monde en même temps que la symphonie. Mais tout ça pour l'expérience humaine du concert et la découverte de la musique. Et je crois que du côté du public, donc on se met du côté de celui qui est dans son siège, qui entend, qui voilà, un peu partout dans la salle, qu'il a une bonne expérience partout dans la salle, du chef d'orchestre qui entend bien ses musiciens et des musiciens qui aiment aussi le bon retour. Et je crois que l'expérience... J'ai vu beaucoup de chefs d'orchestre remercier la salle et beaucoup de public se lever, applaudir parce qu'ils avaient passé un moment d'exception avec les artistes. Donc c'est ça le but de l'architecture, c'est d'être au service, en fait, d'une expérience humaine, quelle qu'elle soit, habiter, travailler, concert, quoi que ce soit. Donc voilà. Je ne sais pas si c'était trop long. Ça va ? Formidable, une architecture au service de l'expérience humaine. J'ai noté plusieurs choses dans ce que vous avez dit. Vous avez dit que ce qui était important, c'est d'avoir un bâtiment qui donne la sensation de bien-être aux habitants, un bâtiment qui se ressent, hein, une salle de concert où on a l'impression d'être ensemble et pas seulement une performance technique, acoustique, pas seulement une ville où on est là pour circuler et pour consommer, mais une ville où on se sent bien. Merci énormément pour ces exemples. C'était Brigitte Métra, on peut l'applaudir. Alors, là, on vient de parler du rôle des architectes, le rôle de l'architecte, comment il peut changer les choses. Mais c'est aussi quelque chose qui peut être fait par tous les porteurs de projets, hein, tous ceux qui innovent. Ils ont également un rôle à jouer dans cette idée hein, de remettre l'humain au cœur du design urbain. D'ailleurs, c'était l'un des objectifs de l'appel à projet lancé par le pavillon de l'Arsenal, en partenariat avec Mini, faire émerger toutes les meilleures idées en matière de design urbain. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'avoir un exemple avec l'un des 12 lauréats de Fair Design. Ce qu'ils ont fait, c'est franchement génial. Il s'appelle Our Hub. Merci d'accueillir sa directrice générale, Caroline Hansen. Bonjour Caroline, je suis ravi de vous avoir. Venez approcher, vous êtes un lauréat, prenez toute la lumière. Vous êtes un des lauréats, un des 12 lauréats de cette édition 2018. Oula, je remonte en arrière, moi, 2018. Alors, on va essayer de comprendre. J'ai dit que c'était génial, mais vous allez nous expliquer ce que c'est que Our Hub. Bon, déjà, je me fais la réflexion à chaque fois qu'on arrive en France qu'il faut définitivement qu'on ait un autre nom, puisque nous sommes en effet une start-up danoise. Our Hub, c'est un mobilier urbain né à Copenhague. D'accord. Mais un mobilier urbain, j'imagine, un peu spécial. Hein. C'est pas un banc, hein, c'est pas un abribus, c'est pas un panneau publicitaire. Qu'est-ce que c'est ? Alors nous, on a l'habitude de dire qu'on travaille et qu'on fait de l'acupuncture urbaine. Donc juste pour dire que notre contribution est assez modeste par rapport à ce qu'on entendait de Brigitte Métra auparavant. On travaille à la toute petite échelle. Notre constat de départ, qui est extrêmement simple en fait, c'est de dire la plupart des villes développent mettent en place des terrains de pétanque, des terrains de basket, des terrains de volley dans les villes, des tables de ping-pong. Et alors nous, en tant qu'utilisateurs, on s'est fait un constat très simple, c'est qu'on s'est dit, en fait, ces infrastructures, c'est super, mais c'est que la moitié de la solution. C'est-à-dire que si vous avez ces équipements, mais que vous n'avez pas les boules de pétanque, les raquettes de ping-pong, les ballons de volley ou de basket, en fait, ces équipements, ils sont très jolis, mais ils servent à rien. Ils servent à rien, a fortiori, pour ceux qui ne connaissent pas ces équipements. C'est-à-dire que je vous prends un exemple tout bête, c'est que moi, comme habitante de Copenhague venant à Paris, évidemment, je n'ai pas ces objets avec moi, et on a tous ces habitudes. Quand tu fais un été comme on vient d'avoir, où il fait super beau, on va dans un parc prendre un pique-nique. Oui. En fait, si vous n'avez pas prévu auparavant d'emporter dans votre sac ces objets, vous ne pouvez pas utiliser ces équipements. Donc voilà, on a créé un
un mobilier. Je ne sais pas si on vous va voyez voir à quoi ça déplacer. ressemble, parce que Vous allez bientôt l'idée, le voir passer. on a une table de ping-pong, mais on n'a pas la raquette, on n'a pas la balle. À quoi ça ressemble? Alors justement, là, on a derrière vous des photos. Alors ça, c'est la fameuse table de ping-pong que l'on voit dans toutes les villes. Ça, c'est aussi des agrès que l'on voit aujourd'hui dans les villes. Racontez-nous justement ce que vous proposez. Alors voilà, donc nous, on rajoute la boîte que vous voyez dans le fond. Là, vous voyez un hub de pétanque, par exemple. Juste avant, vous avez vu un hub pour le fitness urbain. On a des hubs donc, pour le volley, pour le basket. Ça, c'est les premiers meubles qu'on a installés à Copenhague. Et alors surtout, là, je vous ai raconté la première partie de l'échelle, le volet vraiment commodité, aspect vraiment pratique, accès à ces objets. Mais surtout, encore en réaction à ce que l'intervenant disait auparavant sur la Smart City, nous, on se dit, la Smart City, en effet, elle pense que technologie, elle pense pas l'humain, mais il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, au-delà de ce mobilier, on a créé une application numérique qui vous permet facilement de rentrer en contact avec des personnes que vous ne connaissez pas nécessairement au préalable et de jouer avec d'autres dans la ville. Alors justement, on le voit derrière vous, c'est la fameuse boîte qui est à droite, là, où on récupère justement soit la balle de volley, soit les boules de pétanque, etc. Mais vous expliquez qu'en plus, il y a une application, Voilà. parce que ce n'est pas simplement pour mettre à disposition des équipements pour le public, ça va plus loin. Exactement. Donc le premier volet, il est pratique, accès à ces objets. Et le deuxième, c'est la mise en relation. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce que pour nous, le problème essentiel auquel on veut répondre, c'est de contribuer à ce qui est moins de solitude en ville, à ce qui est plus de lien social, et ce, de manière extrêmement fluide et spontanée dans la ville. Pour revenir sur cette question de Smart City, aujourd'hui, il y a une expression que j'aime beaucoup utiliser, c'est celle de la solitude connectée. C'est que tout le monde a beaucoup d'amis sur ses réseaux sociaux, mais en revanche, la solitude, y compris chez les jeunes, est un problème croissant. Alors, en revanche, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire que le téléphone vous permet d'avoir peut-être une première invitation, une première amorce, qui est peut-être un peu plus léger que d'aller simplement solliciter d'autres personnes autour de vous pour jouer avec vous. Et en revanche, votre téléphone, après, il est directement remis dans votre poche, puisque l'expérience est une expérience physique, réelle, dans l'espace. in real life. Exactement. Alors justement, donc l'idée, ce que je comprends bien, vous choisissez des activités, et c'est pour ça que vous avez choisi le sport et le jeu, parce que le but à la fin, c'est de connecter les gens IRL, en réel, pour de vrai, physiquement. Alors pour l'instant, c'est mythique votre truc en fait. Sur les... C'est Tinder votre truc. C'est rigolo. Alors écoutez, vous dites ça en rigolant, mais en fait c'est assez amusant. C'est qu'en effet, il y a beaucoup d'usagers qu'on a rencontrés qui nous disent c'est super, nous on était sur des applications de rencontres en ligne, sauf qu'une application de rencontre en ligne, on se retrouve après dans un bar ou un café, en fait on n'a rien vécu ensemble, donc c'est une expérience qui est un peu, comment est-ce qu'on appelle ça bizarre. On a du mal on est beaucoup plus à l'aise derrière son clavier à raconter des belles blagues que d'être en face à face. Alors que dès qu'il y a un ballon... Alors c'est en effet, ce sera probablement un cas d'usage. En revanche, c'est pas du tout l'objectif qu'on poursuit. Donc par exemple, sur le profil que vous avez sur notre application, vous ne mettez pas votre photo, vous inscrivez vos centres d'intérêt. Donc pour nous, l'idée, c'est pas de rencontrer des personnes en fonction d'attributs physiques, mais c'est de pouvoir être mis en relation par des centres d'intérêt grâce à une expérience positive. Là, vous avez un des objets qu'on a dans nos hubs, ce sont des boules de bocce, qui est l'équivalent italien de la pétanque. Et surtout, vous voyez l'emballage avec écrit sur l'étiquette « Made for sharing ». Parce que les objets qu'on choisit et qui sont placés à l'intérieur de nos hubs ne sont pas du tout choisis au hasard. On choisit que des objets qu'on certifie Made for Sharing. Et ce Made for Sharing a 3 qualités principales. La première qualité, c'est qu'on veut avoir des objets que des objets qui soient des objets extrêmement robustes, parce que c'est des objets qui doivent être partagés entre beaucoup d'individus. Deuxièmement, des objets qui aient une très haute qualité de design. Alors, on est né au Danemark, il y a vraiment une culture du design extrêmement forte. C'est probablement une des raisons pour lesquelles on a eu ça. Mais c'est aussi parce que pour nous, le fait d'avoir des très bels objets font partie d'une belle expérience utilisateur. D'accord. Et le troisième point, c'est des objets qui soient des objets sociaux. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de partager simplement des parapluies dans l'espace public, mais d'avoir des objets qui invitent à la rencontre, qui invitent à une expérience partagée avec d'autres. D'où le jeu. D'où l'idée du jeu. Exactement. Est-ce qu'il y a du foot? Vous avez parlé de la pétanque, vous avez parlé du ping-pong, vous avez parlé du volley. Est-ce qu'il y a du foot? Le foot, ça réunit les gens. Il y a de la frénésie, il y a de la joie dans le foot. Est-ce qu'il y a du foot?
Des ballons de foot. Alors, on avait parlé ensemble, je sais que cette question vous a beaucoup préoccupé. Il n'y a pas de foot aujourd'hui. Et c'est, à vrai dire, c'est pour une raison assez bête, c'est qu'aujourd'hui, les ballons de foot qui existent sont des objets qui ne sont pas suffisamment résistants. Alors nous, il y a tout évidemment, enfin, vous imaginez un volet de notre discussion derrière qui est de changer les modes de consommation et d'être vraiment sur le partage d'objets plutôt que sur l'achat d'objets. Si on met des ballons de foot qui doivent être remplacés toutes les semaines, c'est pas tellement en accord avec notre philosophie. Donc le jour où on trouvera des ballons de foot qui seront extrêmement résistants, il y aura des ballons de foot. Oui. Aujourd'hui, on a des ballons de basket et des ballons de volley parce qu'on a trouvé des objets de très grande qualité qui sont plus résistants. Donc le design va jusque-là. Ça veut dire qu'on choisit les activités, on design, enfin dans le design, on choisit l'activité, on choisit aussi les objets parce qu'il faut que ce soit partagé, que ce soit partageable et que ça résiste avec le temps. Alors là, on a parlé de jeux, on a parlé de sport. Ça peut aller jusqu'où, justement? Le prochain volet de développement, ce sera probablement des outils pour les jardins partagés. Ah oui, les jardins urbains. Pour l'agriculture urbaine, exactement. Le sport, ça a été vraiment le résultat d'une demande de la part de nos interlocuteurs, notamment des villes. Et on voit qu'il y a une grande tendance dans les villes de créer notamment à côté des aires de jeu, des espaces de jeu aussi de fitness pour les adultes. Donc là, il y a un besoin clair qui a été exprimé. Donc on peut évidemment customiser nos solutions à condition que ça réponde à notre philosophie, mais pour répondre à ce besoin. Et sinon, notre disons, échelle, notre critère de départ, c'est de dire... Ces dernières années, on s'est beaucoup occupé de notre santé physique, justement, de nous faire du sport, de nous dire de bien manger, de nous dire de manger sain, etc. Et on se dit, mais en fait, il y a une chose qu'on a un peu oubliée, c'est tout le volet mental. C'est qu'en fait, les gens soient bien les uns avec les autres, qu'il y ait du lien, et on sait que nous sommes des animaux sociaux, et finalement, le principal, c'est notre santé mentale. Et il nous semble que le jeu, des expériences partagées, des expériences plaisantes, à notre en fait, c'est l'essentiel pour l'individu et pour la ville. Alors, j'expliquais tout à l'heure que vous êtes un des 12 lauréats de cette promotion, de la promotion 2018. Qu'est-ce que vous allez faire des millions de dollars que vous avez reçus? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Expliquez-nous quel peut être l'intérêt pour vous d'avoir gagné d'être lauréat 2018. Alors déjà, il y a évidemment le premier niveau, c'est une question de communication. Ça nous permet de partager, comme aujourd'hui, de partager notre expérience, notre projet qui est assez modeste et qui aujourd'hui n'est qu'à Copenhague, donc d'en parler dans d'autres contextes. Et la deuxième chose, et surtout, c'est que ça va nous permettre de tester Our Hub à Paris. Donc bientôt, vous pourrez utiliser nos services dans Paris. On ne sait pas encore très bien où, c'est ce sur quoi on est en train de travailler, donc identifier le bon contexte d'expérimentation. Et qu'est-ce qui est très intéressant pour nous, c'est de voir les différences culturelles et comment est-ce que d'une ville à une autre, on s'approprie ce service, quelles vont être les différences de réaction, comment on va regarder au plus près de l'expérience individuelle et de voir comment est-ce que ce levier, cette prise dans l'espace public peut de fait générer des rencontres. Est-ce que vous anticipez? On a beaucoup parlé de tout ce qui est j'aime pas les mots anglais, on parle de free float. Vous savez, les vélos qu'on laisse un peu n'importe où, les trottinettes qu'on laisse un peu n'importe où. On parle de vandalisme à Paris. C'est quoi l'idée? C'est de tester. Alors au Danemark, j'imagine que la culture n'est pas du tout la même que la culture parisienne. C'est aussi pour vérifier quel type d'équipement, dans quelle mesure ça pourrait être vandalisé, comment c'est accepté par les citoyens. C'est aussi ça l'idée du test que vous n'aurez pas pu faire toute seule? Tout à fait. Alors c'est assez marrant, moi je suis plutôt de naturel optimiste et systématiquement en France on me dit en France ça marchera jamais, tout le monde va tout casser, alors j'y crois pas et j'y crois pas pour une première raison, c'est que nous notre idée c'est qu'on travaille vraiment, je dis c'est de l'acupuncture urbaine, donc on travaille vraiment à l'échelle hyper locale et pour l'installation de chacun des objets, donc déjà on place les bons objets au bon endroit en fonction de la demande locale et surtout on réfléchit à l'ancrage local de chacun des hubs, donc on travaille avec les acteurs de proximité pour qu'eux aussi aient un intérêt pour l'objet et une responsabilité dans le maintien, le regard et l'organisation de petits événements de proximité autour de chacun de ces hubs. Donc un peu de co-conception. Alors il y a une question qui me turlupine quand même depuis tout à l'heure. Vous parlez un français excellent, mais vous venez du Danemark. J'adore qu'on me pose cette question. Comment ça se fait? Je vous avais même pas dit ça avant. Comment ça se fait? Donc, je ne sais pas pourquoi les gens pensent que je suis danoise, donc je ne suis pas du tout danoise. Donc je parle bien français parce que je suis française. Voilà. Et j'habite juste au Danemark. Et vous êtes partie au Danemark? Racontez-nous. Pourquoi je suis partie au Danemark?
On avait besoin de vous en France. Je suis pas au Danemark pour l'amour, parce que mon mari est danois. D'accord. Et donc vous avez développé cette société au Danemark, et maintenant vous vous dites, bah tiens, pourquoi pas profiter de la visibilité de cette initiative, de ce partenariat, etc. Pourquoi visibilité de ce appel à projet, pardon, pour pouvoir développer cette chose de façon internationale, et pourquoi pas dans votre pays natal. Exactement. Créer des liens entre la France et le Danemark, c'est mon agenda personnel. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. C'était Caroline Hansen de Our Merci. Up. Merci énormément. Alors, ce que je trouve assez formidable dans ce qu'on vient de voir, c'est que c'est la façon dont les citoyens, parce qu'ils connaissent bien la ville, parce qu'ils connaissent leur environnement, sont capables justement de trouver des solutions. Et Caroline l'a bien expliqué, on ne peut pas prendre un modèle qui fonctionne quelque part et boum, le déposer dans une autre ville. Il faut travailler avec des citoyens pour voir comment l'adapter, pour se dire, tiens, peut-être qu'on va le faire un peu différemment. Toujours travailler avec les citoyens. Justement, on va essayer de continuer un peu plus et d'aller un peu plus loin sur ce thème, le travail avec les citoyens. Cette fois, avec des personnalités de la société civile. Donc merci d'accueillir Sarah Durieux, Sarah Danint et Christian Clot. Venez m'en rejoindre. Bonjour Sarah. Bonjour Sarah. Et bonjour Christian. Installez-vous, installez-vous, installez-vous. Alors laissez-moi vous présenter. On va commencer avec Sarah Danint. Bonjour. Bonjour Sarah, vous êtes ancienne sportive de haut niveau, double médaillée olympique d'escrime, championne du monde d'épée. Pas du tout. Pas d'épée? Médaillée olympique, mais double championne du monde en fait. Médaillée olympique, mais double championne du monde d'épée? Exact. Exactement. Je retombe sur mes pieds. Donc médaillée olympique et double championne d'épée. Mais aujourd'hui, vous êtes reconverti dans le numérique et vous défendez toujours le sport comme acteur de lien social. Donc ça va peut-être résonner ce qu'on a entendu tout à l'heure. Et vous trouvez que justement sur ce point, le design urbain n'est pas forcément à la hauteur. On va en reparler. À votre gauche, à votre droite dans la salle, nous avons Sarah Durieux. Sarah Durieux, vous êtes directrice France de Change.org. Change.org, c'est la plus grande plateforme de pétition en ligne. Vous êtes spécialiste des mobilisations citoyennes. Donc quand les citoyens veulent se faire entendre, par exemple quand ils veulent protester contre le mobilier anti-SDF, ils passent par vous. Donc on est ravis de vous avoir et votre avis sera très très précieux pour tout ce qui est remontée des attentes de la population. Et à votre gauche, nous avons Christian Clot, vous êtes explorateur, chercheur, et depuis 10 ans, vous travaillez sur la façon dont le cerveau, notre cerveau, est capable de s'adapter aux situations nouvelles, toutes les situations nouvelles. Et vous aussi, vous pensez que le design urbain, il fait souvent fausse route aujourd'hui. Et je vous voyais opiner du chef dans la présentation, la première présentation de Brigitte Métra, et vous allez nous expliquer pourquoi vous estimez que le design urbain n'est pas tout à fait adapté à la nature de l'homme. Donc on a un explorateur, on a une sportive, on a une spécialiste, un porte-voix des milieux associatifs, on va dire, 3 représentants de la société civile qui constatent au quotidien des aberrations en matière de design urbain. Peut-être que je vais commencer avec vous, Sarah Danint. On parlait de sport tout à l'heure, de ces fameuses tables de ping-pong. On dit que le sport est un véritable produit, un acteur pour le lien social. Et on a des tables de ping-pong, il n'y a même pas de raquettes. C'est vrai que ça a l'air un peu con, mais en fait, la solution effectivement proposée par AEUB, moi je la trouve vraiment importante, parce qu'effectivement, quand les mairies ont mis en place ces infrastructures pour que un peu tout le monde puisse partager, se rencontrer, profiter ou remettre un peu de sens dans la vie en ville, en fait, ils ont oublié quand même effectivement l'essentiel. Et ce qui fait qu'à un moment donné, on passe d'utiliser ces tables, ces infrastructures et autres, à finalement on les délaisse, quoi. Oui. Et ça peut être une bonne solution. Alors, je ne sais pas, vous allez le tester en France. Moi, je ne sais pas si... j'espère que ça marchera parce que c'est vraiment une belle initiative. Après, effectivement, notre culture ou notre éducation est peut-être différente. Et, c'est quand même des boules ou des raquettes ou autres que vous mettez dans des box. Elle a dit qu'elle était positive. Elle a dit qu'elle était positive, qu'elle avait confiance en l'être humain. Non, mais c'est une superbe initiative. Donc, j'espère vraiment que ça va le faire, quoi.
Plus généralement, ce que j'ai envie de savoir, pour chez vous trois, c'est qu'est-ce qui vous irrite aujourd'hui en matière de design urbain? On commence par le sport et puis on va décliner après. Qu'est-ce qui vous irrite aujourd'hui en matière de design pour le sport? Alors moi, il y a un truc, la première chose qui me vient à l'esprit, qui m'insupporte quand même, c'est de voir, alors je comprends que quand il y a des espaces libres, qu'on ait besoin de s'en servir, on est quand même de plus en plus nombreux en ville. On a vu encore les chiffres de l'ONU au tout début de cette conférence. Et en fait, ce qui fait qu'on aura de moins en moins d'espace et pourtant on sera de plus en plus nombreux. Donc on se retrouvera, déjà on est dans des espaces contraints, boulot, appartements, surtout à Paris, les studios, on vend même des chambres, c'est quand même aberrant. Le métro, etc. Avec énormément de stress. Et tout ça, au bout du compte, c'est quand même pas terrible. Mais quand on se retrouve avec des sports de cardio comme le foot, le basket, le tennis, et que ces installations sont au-dessus du périph', ah oui. Ce sont des sports cardio donc où les poumons vont quand même beaucoup s'ouvrir, et on les trouve dans des endroits où il y a, je pense, le plus de pollution à Paris. Ça, c'est un truc mais complètement aberrant. Moi, ça me rend dingue. C'est un débile. Donc il y a des choses, on va revenir sur les solutions, mais je veux qu'on continue ce qui vous irrite. Alors, vous, ce qui est formidable, c'est que vous avez toutes les irritations de toutes les populations qui viennent à vous. Alors, on a parlé rapidement mais justement, ce qui est intéressant, c'est pas de les voir comme des irritations, mais comme des signaux intéressants à prendre en compte pour designer le futur de nos villes, de notre pays, de nos politiques publiques. Donc ça, moi, ce qui m'irrite, c'est plus l'élitisme qu'on peut avoir en général. C'est-à-dire, on se considère comme expert, donc on considère qu'on est capable de designer des solutions pour les populations, mais à aucun moment on va leur demander ce qu'elles en pensent. Alors, je ne dis pas que c'est une généralité, mais c'est quand même quelque chose qu'on voit beaucoup, où on va avoir des gens qui ont une expertise tellement pointue et une expérience aussi assez importante, qui à un moment donné se disent on n'a pas forcément la nécessité d'aller voir un citoyen et de lui demander concrètement comment est-ce que vous aimeriez qu'on design cette solution, ce service public. C'est un peu qui vont habiter dedans et qui vont vivre dedans et qui vont marcher dans la rue, quoi. C'est un peu... Oui, en fait, c'est comme, vous savez, la théorie et la pratique. C'est-à-dire qu'il y a les théorèmes et puis après, concrètement, il y a comment ça s'utilise. Donc, on le voit, il y a beaucoup d'exemples de design urbain qui montrent qu'il y a eu des erreurs. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'être dans l'inclusion. Parce que c'est pas juste aller voir quelques personnes parisiennes comme nous qui sommes plutôt privilégiées, c'est quels efforts on met pour aller chercher la parole de personnes qui sont déconnectées des réseaux habituels, comment on va mettre en place des systèmes et des solutions pour que même quelqu'un qui a priori ne pense pas avoir grand-chose à dire sur le design puisse le faire. Oui, parce que comme on expérimente la ville, la cité, forcément, on a un point de vue. Justement, vous êtes un explorateur, la nature, c'est très important. Toujours même question, qu'est-ce qui vous irrite aujourd'hui quand on parle de design urbain? On parlera un tout petit peu de comment fonctionne le cerveau par rapport à cette notion-là, mais effectivement, ce qui m'irrite particulièrement, c'est ce qui a déjà été un peu dit, c'est-à-dire que comment, avec ce qu'on sait aujourd'hui sur le besoin de l'humain, d'émotion, de sensation, de contact et de collaboration, on peut créer des espaces urbains entièrement bétonisés. Comment est-ce qu'on transforme la place de la République? Un projet fabuleux, parce que quelque part, on enlève une partie de voiture pour rendre l'espace aux citoyens avec que du béton. Comment est-ce qu'on interdit la couleur, alors que la couleur est fondamentale dans la perception d'une émotion? Pourquoi tout est gris? C'est plein de questionnements comme ça. Alors c'est vrai que grâce à Brigitte Mettra, on a vu des projets plus verts avec cette végétalisation. C'est très bien. Grâce à Caroline de Franco-Wilhelmsen, on a cette idée de pouvoir remettre le contact avec les objets, pouvoir vivre dans une ville. Tout ça, c'est des très beaux projets. Mais concrètement, au quotidien, c'est pas ce qui se passe. C'est la place de la République toute grise en béton. C'est ça qui vous surprend? C'est un projet récent, c'est ça? C'est-à-dire que c'est des préoccupations qu'on a aujourd'hui. Que dans les années 60, ou un peu avant d'ailleurs, on construise les quais et les grandes routes dans Paris. Il y a une logique à cette époque. On n'a pas toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui. Qu'aujourd'hui, on continue de bétoniser un espace, alors qu'il y a des moyens de faire autrement. C'est pas comme s'il n'y avait pas de moyens. Ça devient aberrant. Il y a trois choses qui sont indispensables à l'humain pour se développer. Indispensables. On peut faire tout ce qu'on veut, vous prenez n'importe quel humain dans n'importe quel espace du monde, il a besoin de ces trois choses. Il a besoin d'émotion. On n'apprend rien, on ne fait rien sans émotion. Il a besoin de curiosité, parce que la curiosité développe la capacité d'apprentissage. Et il a besoin de sommeil. Ces trois notions-là, elles sont fondamentales. Si vous enlevez une des trois, l'humain ne se développe pas.
Curiosité, la question c'est comment, sommeil, voilà, parce que le sommeil va régénérer ce qui se passe dans la journée, parce que donc, comment est-ce qu'on peut créer des espaces urbains où on n'a pas cette capacité d'émotion, d'émotivité par rapport à un espace, où la curiosité peut être absente, et ça, heureusement, les villes offrent quand même beaucoup de choses, mais il y a des choses à faire, et surtout, une qualité de pouvoir dormir. Et ça, on n'en parle pas beaucoup de l'urbanisation, dans tout ce qui est construction. Mais si, on a fait des cités dortoirs. On a fait des cités dortoirs, ça marche très bien. Voilà, un bel exemple de cette déconnexion avec la réalité. On a besoin de cette capacité à avoir un sommeil sain. Et quand on voit dans beaucoup de villes aujourd'hui, on est très très loin de ça. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Concrètement, ça veut dire quoi le sommeil sain dans le design urbain? Comment ça se traduirait? Ça se traduit d'abord dans la construction de bâtiments qui permettent le silence. D'accord. Ça se permet dans la séparation des territoires. Alors on parlait effectivement de centres sportifs qui sont construits là où il y a le plus de pollution. Eh ben, certains logements qui sont construits juste au-dessus de périphériques, d'autoroutes, de choses comme ça, c'est vrai. Ok, on peut le faire, mais ça veut dire qu'il faut réfléchir l'atténuation du bruit. Tout ça ne s'est pas encore fait. Vous avez le périphérique de Paris, vous n'avez pas de mur anti-bruit autour du périphérique. Toutes ces choses-là sont à réfléchir pour rendre à la ville, qui fait, on le sait tous, va devenir omniprésente dans l'espace mondial de nos vies, rendre à la ville la capacité d'être humanisée. D'accord. Alors, Sarah Durieux disait tout à l'heure que c'est important de trouver toutes les personnes, d'inclure tout le monde dans la réflexion. Et justement, en matière de sport, quand on prépare cette conférence, vous disiez que ce qui est incroyable, c'est que la plupart des équipements ne sont pas du tout inclusifs. Moi, je pensais que quand on met des terrains de foot, des salles des agrès, etc., dans la rue, c'était pour tout le monde. Et vous dites non, mais pas du tout, c'est pas du tout pour tout le monde, ça crée une ségrégation supplémentaire. Expliquez-nous. Alors, c'est mon point de vue, et puis c'est le point de vue d'athlètes professionnels, puisqu'on en a parlé aussi entre nous. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, des personnes qui ne vont pas dans les salles de sport privées, ça peut être une question de coût, mais ça peut être aussi une question d'image de soi, le regard des autres, puis les miroirs, etc. Donc voilà. Les bodybuildés, c'est ça? Non, mais bon. Après, les villes prennent l'initiative, enfin je pense que ça vient des villes, de proposer effectivement des espaces où on peut s'exprimer. Donc c'est effectivement une bonne chose. Et ces personnes qui finalement ne sont pas habituées aux salles de sport se disent bon, je vais y aller, je vais essayer, je vais y aller avec des potes. Généralement, on y va plutôt en groupe. Et finalement, on déplace juste le problème parce que les personnes qui, elles, sont habituées à se regarder dans le miroir, et etc., dans des salles de sport privées, finalement, reviennent vers ces infrastructures publiques et gratuites. Et finalement, celles qui n'accédaient pas au sport s'en détournent au final. Parce que justement, ces infrastructures sont conçues pour les pratiquants, en fait, les personnes qui pratiquent le plus. Donc, peu pour les personnes handicapées, si vous regardez bien, il y en a très peu qui peuvent utiliser ces instances. Les personnes âgées, c'est bien d'y penser, mais malheureusement, ça a été un petit peu mal fait. D'accord. Donc c'est de l'importance, c'est qu'on se dit, encore une fois, là je vais me tourner vers vous, Sarah Durieux, on a tendance à penser, si au conseil municipal il y a des hommes blancs de plus de 50 ans, c'est leur voix qui va privilégier quelque part dans les décisions municipales, alors que peut-être que ceux qui utilisent ces infrastructures ne sont pas du tout ceux-là. Comment aujourd'hui on arrive à faire remonter cette information? Comment on s'arrange, surtout, c'est même pas comment on la fait remonter, comment on s'arrange pour être le plus représentatif possible? Est-ce que c'est possible même de le faire? C'est très difficile et ça demande beaucoup d'efforts. C'est pour ça que pas mal de gens laissent tomber et c'est pourtant un enjeu crucial. Je pense que la première chose à faire, c'est de se poser la question, pas pourquoi les gens participent le font, mais pourquoi les gens qui ne participent pas ne participent pas. Et ça, c'est aussi un mode de pensée qui est très difficile pour des gens qui ont l'habitude de prendre des décisions rapides, efficaces, que ce soit dans les collectivités locales ou ailleurs. Nous, quelque chose qu'on a essayé de faire, c'est l'expérience sur Change.org. Elle est spécifique parce qu'elle a été pensée sur comment est-ce qu'on rend des non-activistes activistes. Oui, et on s'est dit, on ne va pas aller chercher des associations, des gens qui sont des professionnels, on va se dire comment est-ce qu'on donne à chacun la capacité, le sentiment qu'il peut faire. Et ça passe par deux choses, le design du site. Vous irez voir, si vous voulez lancer une pétition, il faut répondre à 3 questions. Et la deuxième chose, c'est comment est-ce qu'on amène les gens à rejoindre des campagnes. Et ça passe par l'histoire. Au lieu de dire, voilà, il faut créer des terrains de foot parce que c'est bien pour l'inclusivité, il faut raconter l'histoire de gens qui vont se rencontrer sur ce terrain. Oui. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est au cœur, je pense, de cet esprit design qui est inclusif. C'est comment est-ce qu'on raconte une histoire, parce que l'histoire, c'est
Tu parlais tout à l'heure, on a tous besoin d'émotions, de sommeil, etc. On a tous besoin d'histoire. Oui, on a tous besoin, c'est ce qui nous a bercé depuis notre plus tendre enfance. Raconter une histoire, c'est faire entrer quelqu'un dans une logique, faire comprendre des valeurs et éventuellement arriver à faire se rencontrer des gens qui ne se seraient pas rencontrés. Donc très concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que grosso modo, au lieu de faire des grandes incantations, des grands messages nationaux comme on voit, qu'est-ce qu'on fait ? On est plus individualiste, on est plus dans l'expérience ? Comment ça fonctionne ? Concrètement, c'est au lieu de dire il faut changer la politique d'inclusivité des enfants handicapés à l'école, il faut avoir une personne dont l'enfant ne peut pas aller à l'école qui témoigne et qui dit c'était la rentrée des classes la semaine dernière, moi ma fille n'a pas pu aller à l'école parce qu'elle est handicapée. Donc c'est comme ça en fait qu'on amène les gens à se saisir de la chose politique en étant très concret et en étant dans l'exemple. Et là, on passe à l'action tout de suite. On passe à l'action. Parce que le risque qu'il y a quand même avec le numérique, c'est qu'on soit tous des activistes de Facebook, quoi. Des activistes à son écran, je ne suis pas d'accord, j'aime pas, mais finalement, ça ne change rien dans la vraie vie. Donc, c'est d'où l'idée de remettre l'humain, encore une fois, au centre. Aussi, dans la chose politique, remettre l'humain au cœur pour designer des solutions, mais aussi pour mobiliser les gens. Et donc, l'approche inclusive, pour moi, c'est ça, c'est de se poser la question de comment on raconte l'histoire à quelqu'un qui n'est pas forcément intéressé au départ. Et c'est comme ça qu'on implique. Alors, justement, Christophe, on va parler des solutions. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Alors, vous n'êtes pas des experts du design, mais vous avez expérimenté la vie, vous avez vu des choses aberrantes, on en parlait tout à l'heure. Vous parlez de la nature, que c'est important, les 3 piliers, etc. Quelles pourraient être les pistes pour amener plus de nature qu'aujourd'hui, pour éviter les forums des Halles, les nouvelles formules ou bien la place de la République un peu trop minérale à votre goût. Comment on met du vert là-dedans ? Enfin, quelles sont les solutions qui pourraient exister ? Alors, effectivement, moi je ne suis pas designer ni architecte, donc les solutions je ne les ai pas forcément, mais je crois qu'il y en a quand même quelques-unes qui viennent d'être évoquées, qui sont très claires. C'est la nécessité de collaboration. Nous sommes un système, nous humains, fondamentalement collaboratif, seuls on ne fait rien. Et je crois qu'aujourd'hui, dans beaucoup de cas de développement urbain, on oublie de consulter concrètement, et c'est le rôle de Chang, entre autres, c'est de consulter le citoyen. Quel est le besoin en local, à l'endroit précis ? Nous n'avons pas forcément les mêmes besoins dans tous les quartiers, nous n'avons pas forcément les mêmes besoins dans tous les types de villes, notamment par rapport à leur implantation géographique. Je crois que ça, c'est une notion qu'il ne faut jamais oublier non plus. Et là encore, que je trouve qu'on oublie parfois dans la discussion de l'urbanisme, c'est qu'une ville fait partie d'un territoire qui fait partie d'un système global qui est notre planète. Aujourd'hui, on a une planète à protéger. Et on ne le fera. Vous pouvez faire toutes les campagnes que vous voulez, toutes les coercitions que vous voulez. Je ne protégerai ma planète que parce que j'apprends à l'aimer. Parce que j'ai de l'émotion pour cette planète. Si je vis au milieu d'une ville et que je ne sors jamais de ma ville, comment est-ce que je peux comprendre cette nature et l'aimer et avoir envie de la protéger ? Donc l'espace urbain, au-delà même d'être lui-même conçu pour aider le citoyen et l'humain, il doit permettre de sortir aussi de la ville. Donc réfléchir le transport, réfléchir le déplacement, réfléchir comment chaque personne va pouvoir se déplacer dans sa ville. Alors c'est fait, il y a des métros, il y a des bus et tout ça. Aujourd'hui, on voit qu'à Paris, ça ne marche pas si bien que ça dans un certain nombre de cas. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Donc on doit vraiment réfléchir l'espace spécifique du citoyen dans sa ville et l'espace globalisé dans lequel il va pouvoir sortir. Oui. Et je crois que là-dessus, il faut remettre, alors ça c'est peut-être votre rôle, et en tout cas avec le développement de ce genre de plateforme, il faut remettre la parole du citoyen au cœur de la question avant même que de faire un projet et de le finaliser. Mais on voit aussi, et là c'est pareil, ça se fait aussi dans le sport, on voit aussi que les citoyens ont tendance à transformer la ville, la cité, quand elle n'est pas adaptée. Moi j'ai toujours cette image, vous avez tous vu, on a un parc qui a été dessiné par un architecte, qui est formidable, il a fait un petit chemin, une petite allée, mais bizarrement, il y a une autre allée qui s'est créée directement dans l'herbe, parce que les citoyens pensaient que c'était plus... Cette idée de notion de transformation de l'espace citoyen pour soi, d'adaptabilité de l'espace pour soi, c'est une notion qu'on voit peu, en fait, Je ne vais pas monopoliser la parole, mais pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est incroyable qu'on ait des espaces verts interdits au public. Incroyable, voilà. Justement, c'est ce que j'allais dire. Pour le coup, alors, il y a encore quelques années, on avait des espaces où il y avait des associations ou des gens, enfin moi j'aime bien le hip-hop et le breakdance, où les gens justement s'appropriaient les espaces et se retrouvaient, même si il n'y avait pas encore les applis avec ces notions de groupe pour aller courir ou de groupe pour faire du break ou autre.
Et en fait, ils se retrouvaient, ils partageaient, ils se rencontraient, et finalement discutaient, apprenaient à connaître l'autre, etc. Ensuite, il y a eu aussi dans les parcs la possibilité je sais pas, de jouer au foot ou de faire n'importe quoi. Et, enfin, n'importe quoi, on se comprend. Et en fait, aujourd'hui, on se retrouve, alors déjà en plus, comme je disais, dans des espaces contraints, on est toujours contraint à tout, avec très peu de temps finalement, parce que on est toujours stressé, on veut toujours aller plus vite, toujours faire plein de trucs, et finalement, en plus de ça, les espaces publics, pas forcément verts, mais qui sont dans la ville, nous sommes en plus de plus en plus fermés, ou avec des autorisations de ne pas pouvoir faire ci ou pas pouvoir faire ça, et... Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Allez-y, Sarah. Oui, juste, il y a quand les gens changent le design, mais il y a aussi quand le design change les gens. Oui. Et je pense qu'il ne faut pas négliger l'impact sociétal que... Enfin, moi, j'avais envie de parler de ça aujourd'hui, des dispositifs anti-SDF, parce que ça a été une énorme mobilisation sur Change. Personne n'a envie, personne ne remarque même qu'aujourd'hui dans notre ville, on a des bancs qui sont faits pour que les gens ne s'assoient pas ou ne dorment pas. On a des pics au bord des entrées des banques pour que les gens ne puissent pas s'allonger. Et en fait, on a tellement intégré ça. Enfin, je parle à titre personnel. Avant de travailler sur cette campagne, je n'avais pas réalisé la violence de ces dispositifs. Et on a intégré ça parce que ça a été d'abord designé et on l'a intégré dans notre manière de vivre. Bah oui, c'est normal de ne pas avoir envie que des SDF soient devant chez soi. Donc, au-delà de ce que nous, on peut changer dans le design, c'est comment on fait attention aussi pour que le design ne nous change pas et n'amène pas chez nous des réactions qu'on n'aurait pas eues naturellement. La preuve en est, cette campagne, elle a été hyper populaire et quand les gens sont mis face à la réalité des choses, se disent bah non, on n'a pas envie d'avoir ça dans la ville. Oui, donc c'est là qu'on parlait des signaux, c'est révélateur. C'est pas forcément des milieux qui sont des milieux militants, mais c'est que quand on présente l'expérience, et ben du coup il y a une prise de conscience et on peut être actif. Sur cette idée de toujours le design qui change l'humain ou l'humain qui change le design, c'est vous le spécialiste de l'adaptabilité, ça veut dire quoi? On voit quand même des initiatives sympathiques, les blocs parties, les fêtes de quartier, etc. Ça arrive aujourd'hui aussi. Mais est-ce que c'est quoi? C'est une lutte? C'est une façon de se rebeller contre l'oppression, les espaces contraints dont parlait Sarah tout à l'heure? Qu'est-ce que ça représente? Je crois que l'humain, de toute façon, c'est un animal qui a besoin de liberté pour pouvoir s'épanouir. Fondamentalement, c'est vrai partout. Et même, j'ai la chance, ou la malchance, ça dépend, d'avoir travaillé dans plus de 50 pays, dont beaucoup de pays qui vivent sous des systèmes oppressifs. Et c'est incroyable de voir comment l'humain est capable de retrouver, de recréer des espaces de liberté, y compris dans des endroits qu'on n'arrive pas à soupçonner. La prison. Je crois que plus on voudra créer de la coercition, plus on va limiter l'accès aux espaces, plus on va interdire, plus on verra des citoyens, et c'est peut-être le signe positif, et je crois que finalement c'est peut-être la seule chose positive dans tout ça, c'est de se dire on va continuer de créer, et quand on veut interdire à deux personnes de se rencontrer, elles auront plus envie de se rencontrer encore qu'avant. Oui. Et je crois que ces fêtes de quartier aujourd'hui, moi je trouve ça très intéressant de ce genre de développement, cette réappropriation d'un territoire. Moi dans ma rue à Paris, alors que c'est interdit dans les textes, on a repeint entièrement tous les poteaux qui empêchent les gens de circuler ou de se garer. C'est interdit, mais on le fait. Et finalement, évidemment, personne ne va nous punir fondamentalement pour ça, mais je crois que cette réappropriation du territoire, elle est nécessaire. Et encore une fois, on est dans un monde aujourd'hui où effectivement, pour des raisons diverses et variées, on a de plus en plus de limites. Elles sont parfois nécessaires. Je ne suis pas là pour dire qu'il faut un système libertaire où tout le monde peut faire n'importe quoi, mais je crois qu'il faut qu'on retrouve cette envie tout simplement de se parler, de communiquer, de se dire ça, ces choses-là, moi j'en veux pas. Comment est-ce qu'on peut la transformer? Comment on peut se consulter? Alors il y a des sites internet pour le faire, mais ça vaut parfois la peine de faire une réunion de quartier où on va s'asseoir, où on va se parler, parce qu'il y a une chose dont je suis intimement persuadé, c'est que personne n'a pas d'idée. Tout le monde a une idée sur quelque chose. Est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise? Ça n'existe pas, ce genre de questionnement. Il y a une idée, elle se confronte à celle des autres, et parce que tout le monde les partage, émerge quelque chose de positif. Et ça, je crois fondamentalement en ça. Sarah Durieux, le numérique, on en a parlé tout à l'heure, est-ce que ça éloigne, ça rapproche? Est-ce que ça peut justement permettre un peu plus
de rencontres. Vous avez peut-être des exemples dans ce qui s'est passé avec Oui. En fait, c'est un outil, quoi. Donc, c'est comme tout. Hein. On peut s'en servir pour faire des choses bien ou des choses moins bien. Ouais. Ce qui est assez intéressant et important, c'est sur des outils, alors bon, je parle de change, mais qui ont une certaine forme de pénétration dans la population. Ça permet aussi de faire de la rencontre locale. Nous, on a un exemple à Marseille où, en fait, on avait énormément de pétitions qui étaient lancées sur la ville de Marseille, qui a pas mal de choses problématiques et pas que politiques, aussi dans le design urbain, aussi dans l'accessibilité. Et en fait, ces pétitions étant tellement nombreuses, on s'est dit pourquoi est-ce que nous, on n'essaye pas de recréer cette mobilisation en ligne dans la ville en travaillant avec les gens sur place, parce que nous, on est des Parisiens et on ne connaît rien à Marseille, et c'est pas nous qui allons dire aux Marseillais ce qu'ils doivent changer dans leur ville. Donc on a travaillé avec une personne qui était particulièrement active sur le site, qui s'appelle Adrien Sergent, qui a 21 ans, qui est d'ailleurs le plus jeune auto-entrepreneur de France. À 16 ans, il a lancé son auto-entreprise, et il a en fait lancé ce groupe à Marseille, où chaque mois, les Marseillais actifs sur Change.org se retrouvent sur place, en vrai, pour parler des différentes solutions qu'ils voudraient mettre en place, lancer des pétitions pour pousser la mairie à agir, etc. Et ce qui est intéressant ici, c'est que nous, on sert de diffuseur, c'est-à-dire qu'on envoie à tous les Marseillais des invitations à participer à ces événements, mais après, c'est du réel. Donc c'est aussi la responsabilité des plateformes et des outils et des applis de se dire à quel moment je crée une réalité de cette mobilisation en ligne et qu'est-ce que je mets en place pour la favoriser. Et Sarah, justement, Sarah Danat, et le sport, je blaguais tout à l'heure avec l'histoire du football, mais facteur de lien social, facteur de rencontre, aujourd'hui, il y a quand même pas mieux, quoi. Oui, voilà. Oui, bien sûr. Enfin, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, par exemple. Enfin, moi, je suis ancienne sportive, mais du coup, je suis quand même beaucoup de sport beaucoup de sports co ou indiv, peu importe. Et j'aime voyager, et que ce soit en France ou à l'étranger, il m'est déjà arrivé, et pas qu'une fois en tout cas, de me retrouver dans un bar à boire une bière pour regarder un match, mais à me retrouver dans les bras, tout bien tout honneur bien sûr, d'un homme ou d'une femme, à célébrer une victoire d'une équipe ou d'un club, une personne que je connaissais pas forcément, que je connaissais pas juste avant la victoire ou la défaite d'ailleurs, puisqu'on chiale quand on est à fond dedans. Mais oui, donc en fait, ça nous permet d'oublier, peut-être pas d'oublier, mais de passer outre. Il n'y a pas de carte de visite, il n'y a pas de costard, la provenance, on s'en fout en fait. Oui, on oublie tous les milieux sociaux, on est juste sexe, nous, l'âge, et puis etc. exactement. Donc oui, le sport permet ça, et il faut vraiment que les politiques, entre autres, remettent vraiment ce sujet au centre de la vie du citoyen. Et vous l'avez dit, que ce soit plus inclusif pour inclure à la fois les enfants, les seniors, les handicapés, et pas mettre ça en périphérie et réserver ça aux bodybuildés qui se regardent dans le miroir. Vous vouliez ajouter quelque chose, Christophe? Oui, je crois que le sport, c'est une évidence. Il ne faut pas oublier les autres moyens d'expression, comme le théâtre, comme la danse. Quand on voit sur les quais de Paris, alors c'est du sport dans un certain sens, mais des gens qui se mettent à danser tous ensemble, qui vont faire des flash mobs, des choses comme ça. Toutes ces choses sont des expressions qui sont, à mon sens, très intéressantes aussi. En termes cognitifs, c'est quand même fondamental de ne jamais oublier qu'un cerveau, plus il est soumis à un rythme et à une séquence régulière, plus il va s'habituer à cette séquence. Donc on a le choix dans les villes aujourd'hui de créer des séquences où on est dans la fermeture et l'hermétisme, ou de créer des séquences où on crée l'ouverture, et ça, en ce sens, le sport, toutes ces choses de rencontre sont des séquençages cognitifs fondamentaux pour recréer l'ouverture. Et puis il y a un point que j'aimerais encore aborder, c'est la notion de diversité. On doit être capable, alors ça c'est une solution, entre autres dans les villes, de créer plus de diversité en termes de population, de vie, de manière d'être. Plus un système est unitaire, plus il fonctionne sur une même fonctionnalité, et plus tous ses membres fonctionnent sur la même fonctionnalité, plus le jour où les choses changent, ce système sera incapable de changer parce qu'il n'y aura pas de capacité à voir autrement. Plus on arrive à créer de diversité, plus dans un même système il y a des pensées différentes, des visions différentes, des envies différentes, plus ce système sera adaptable et malléable, quoi qu'il arrive. Et je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément échoué, mais on n'a pas assez travaillé sur cette capacité d'intégration et de diversité en créant des systèmes, quand vous parliez de ville dortoir, je crois que c'est la pire des choses qu'on ait pu imaginer, mais encore une fois, quand on l'a fait, il ne faut pas non plus toujours être dans la critique. Quand on l'a fait, ça répondait à une nécessité, à un besoin. On n'avait pas les connaissances qu'on a aujourd'hui, mais aujourd'hui, on a ces connaissances et on a la capacité d'évoluer et de faire changer ça. Et je crois que
Paris est encore un peu particulier parce que c'est une ville très cosmopolite, mais quand on va dans les villes un peu plus petites, les villes de province, et c'est pas du tout pour les critiquer, mais c'est un constat qu'on manque encore de diversité, de capacité à voir différemment, à penser, à recevoir la parole de l'autre. Et plus on ferme cette idée-là, plus on ferme la capacité de le faire à long terme. Donc une ville, une cité du futur qui soit plus inclusive, qui intègre tout le monde, qui fait en sorte que les gens circulent, dorment et s'adaptent et puissent adapter leur territoire à leurs besoins, parce que ça ne reste pas forcément figé. Le pire, c'est la ville-musée. Le citoyen qu'il faut absolument prendre en compte et auquel il faut l'utiliser un peu comme des signaux d'alerte sur des choses. Et pour faire participer le citoyen, justement, il faut lui parler d'expérience et moins d'incantation verticale, parce que le numérique peut aussi servir dans ces cas-là, le fameux porte-voix dont on parlait tout à l'heure. Et puis le sport, aujourd'hui, des aberrations, tout le monde sait que c'est utile pour le bien-être, c'est utile pour créer du lien social, sauf qu'il y a des choses qui sont peut-être faites un peu de travers et un peu exclusives. Donc vous êtes tous dans l'inclusion, parce que l'intérêt de tout ça, c'est de faire en sorte que l'on se sente bien, et là on revient sur ce que disait Brigitte Mettra tout à l'heure, se sentir bien dans le bâtiment, qu'on se sente bien dans sa ville, et donc on puisse s'approprier les différents objets, et ça c'est la responsabilité du design urbain. On vous remercie tous les trois, Sarah Durieux, Sarah Danint et Christian Clot. Merci. Je vais rappeler Carole Gilbert. Merci tous les trois. Je vais rappeler Carole Gilbert. Bonjour Carole. Rebonjour Carole. On va vous donner un micro. Merci Annie. Petit sentiment parce que vous en avez entendu depuis tout à l'heure. Mais on a eu des expressions, des commentaires, des présentations très complémentaires, des points de vue aussi différents, mais qui permettaient également d'avoir des angles de vue enrichissants. Donc je suis très satisfaite par ce que j'ai entendu et ce que j'ai pu apprendre aujourd'hui. Alors j'ai compris pourquoi Mini faisait partie de cette initiative et pourquoi Mini était partenaire. Vous avez dit partenaire sur le long terme. Oui. Quelles seront les prochaines étapes? On a parlé de l'appel à projet, les 12 lauréats qui vont être accompagnés. Quelles vont être les prochaines étapes? Alors la prochaine à courte échéance, c'est effectivement le prochain Mini Urban Design Talk qui aura lieu le 22 novembre. Donc je vous donne rendez-vous à ce moment-là. 22 novembre. Exactement. Et puis, tout au long de l'année, de ces prochains mois, on va donner de la visibilité sur le développement de ces projets et comment ils prennent vie dans la ville de Paris. D'accord. On va aller voir. Vous invite à suivre les différents projets qui vont être déclinés. Et on se donne rendez-vous au mois de novembre. Le 22. Pour la saison 2 des Urban Design